Bonjour les confinés. Alors, vous avez la chance de me retrouver cette fois à distance, puisque je ne vous quitte pas jusqu'à la fin de l'année et je vais continuer à vous faire cours. Et cette fois, nous nous retrouvons pour un cours de grammaire. Pour ceux qui ont une bonne mémoire, en grammaire, cette année, nous avons travaillé sur la nature des mots. Bon, vous vous rappelez certainement que la nature, c'est la carte d'identité des mots, ce que les mots sont en permanence, quoi qu'il arrive, ça fait partie d'eux. Il y en a 10 au total. Si je vous voyais, je vous dirais, allez, qui est capable de se souvenir des 10 natures des mots. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous pourraient y parvenir. Essayez de le faire dans votre tête pendant quelques secondes. Bon, si vous avez réussi, c'est plutôt bien. Si vous avez raté, il faudra quand même réviser ça un petit peu, hein, parce que ça commence à devenir important à l'époque où nous sommes dans l'année. Bon, trêve cependant de digression. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est pas cette nature des mots, c'est d'aller un petit peu plus loin. Les mots tout seuls, ça ne sert pas à grand chose, parce qu'avec des mots les uns derrière les autres, totalement au hasard, on ne pourra pas s'exprimer, on ne pourra pas expliquer, on ne pourra pas essayer de transmettre aux autres ce qu'on a envie de dire. Pour ça, la langue a construit des règles qui permettent aux mots de s'unir les uns les autres tout en gardant du sens. Et c'est là que notre cours commence, parce que ces règles d'union des mots, on appelle ça les fonctions grammaticales. Les fonctions, c'est le rôle que les mots remplissent les uns par rapport aux autres. Il y en a un certain nombre, pas une infinité non plus, il y en a presque autant que de nature, mais surtout ce qui est important, c'est que les mots ne s'unissent pas dans le désordre, ils s'unissent euh, de trois façons particulières. Sous vos yeux, ce qui apparaît maintenant, c'est donc le cours que je vous ai préparé sur les fonctions grammaticales. J'aurais pu simplement vous laisser avec le document et vous dire débrouillez-vous. Je pense qu'il est quand même assez intéressant que je puisse vous l'expliquer directement en direct, ce qui est répétitif, mais assez vrai. Alors, si on reprend petit à petit, comme nous l'avons vu, donc les mots ont une nature. C'est le premier paragraphe qui permet de les identifier. C'est en fait comme une carte d'identité. Si par exemple un mot a comme caractéristique qu'il est un nom, ça ne changera jamais. Cela fera partie de lui, cela répondra à différentes caractéristiques que nous avons vues. Cependant, dès que ces mots sont unis pour faire des phrases, ils s'assemblent de manière particulière et chacun a son rôle à jouer. C'est cela, les fonctions. Les rôles que remplissent les mots les uns par rapport aux autres. Alors, la plupart des mots définissent leurs fonctions par rapport au verbe. Le verbe, c'est vraiment le noyau de la phrase. Si vous avez une phrase, vous avez 99,99% du temps un verbe conjugué. Faites comme si c'était 100%. Certaines des fonctions vont se définir par rapport au nom, d'autres par rapport à la phrase entière. La plupart des fonctions que vous connaissez, c'est celles qui sont définies par rapport au verbe, c'est celles qui nous intéressent aujourd'hui. Sur cette vidéo, vous n'aurez que les fonctions par rapport au verbe. C'est notre grand 1, et ces fonctions, elles sont 5. Vous avez le sujet, vous avez le COD, vous avez le COI, vous avez l'attribut du sujet, vous avez l'attribut du COD. Le dernier, vous le connaissez globalement pas, et c'est pas la fonction la plus connue, donc on peut tout à fait vous excuser de ne pas la connaître. Cependant, essayez quand même de retenir, en tout cas, ces 5 fonctions. Vous pouvez retenir qu'il y en a une qui est un peu particulière, qui s'appelle le sujet, deux qui commencent par CO, et deux qui commencent par attribut. Comment faire maintenant pour reconnaître ces 5 fonctions? Partons du principe que le verbe conjugué, c'est le noyau de la phrase. À partir de ça, le verbe aura donc un sujet. Tous les verbes conjugués ont un sujet. À partir du moment où un verbe est conjugué, il a un sujet. Qu'est-ce que c'est que ce sujet? Parfois on dit c'est celui qui fait l'action. C'est très souvent vrai.
Surtout, ce qu'il faut comprendre, que le sujet, c'est ce qui commande le verbe. D'une certaine façon, c'est le chef du verbe. Quand vous voulez faire une phrase, vous parlez de quelqu'un, et ce quelqu'un, vous le reliez à un verbe, donc le verbe, il n'a pas d'autre choix qu'obéir. C'est lui qui force la conjugaison du verbe en personne et en nombre. Vous vous rappelez que les personnes, c'est à la fois la première personne, c'est-à-dire je, la deuxième personne tu, la troisième personne, on parle de quelqu'un d'autre, et en nombre, singulier ou pluriel. C'est pas du tout en genre et en nombre comme les noms ou les adjectifs. On met pas de S au pluriel, on met pas de E au féminin. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Le verbe, il se conjugue en fonction du sujet. Le sujet, c'est vraiment le mot le plus important de la phrase. C'est souvent de quoi on veut parler. Très souvent, vous allez le trouver avant le verbe. Hein. On va le trouver en première position. L'exemple type, c'est de dire qu'une phrase commence par un sujet puis par un verbe. Pierre court. Pierre, c'est le sujet de court. Voilà, il est juste en premier mot de la phrase. Pourquoi? Parce que souvent le sujet, c'est ce dont on veut parler, donc c'est la première idée qui nous passe par la tête. Cependant, il n'est pas toujours collé à ce dernier. Et là, ça va être assez traître. Parfois, pour un effet de style, on va rajouter le sujet derrière le verbe. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour le retrouver dans ce cas? Eh bien, c'est assez facile. Globalement, vous essayez de vous demander à chaque fois que vous avez un verbe conjugué, premièrement, qui le commande, et pour ça, avec quoi il est accordé. Hein. Si vous voyez que le verbe se finit par nt, cherchez un sujet qui est pluriel, même s'il se trouve derrière. Exemple, la lumière pâlit doucement. Vous voyez le verbe pâlir, vous voyez la lumière. Pâlit avec un T tout simple, c'est du singulier. La lumière en est le sujet. Qu'est-ce qui pâlit? C'est la lumière. Si on faisait les exercices, la neige ravit les skieurs. Qui est-ce qui est en train de ravir? C'est la neige. C'est pas les skieurs. C'est la neige qui fait que les skieurs sont contents. Le soleil se lève, les oiseaux font leur nid. Quel est le sujet de se lève? Qui est-ce qui se lève? C'est le soleil. Pas de souci. Qu'est-ce qui est le sujet de fond? Qui est-ce qui est en train de faire? Bien les oiseaux. En plus, on voit que c'est pluriel. Arrivés à destination, ils se dirigèrent vers la ville. Attention, arriver n'est pas un verbe conjugué. En revanche, se dirigèrent est un verbe conjugué. Son sujet, qui est-ce qui se dirige? C'est il. D'où l'accord avec nt. Qui peut me donner la bonne réponse? Ah ah. Eh bien, c'est là qu'on voit que le sujet de peut, qui est-ce qui peut? Ben, c'est qui, justement. Bien qu'on ne sache pas exactement de qui il s'agit, puisque c'est un pronom qui a absorbé quelqu'un, c'est bien qui est le sujet de peut. Des lèvres d'éluard s'envolent des colombes. Quel est le sujet de s'envole? Si je vous laisse réfléchir pendant quelques secondes, c'est parce que je sais que la moitié d'entre vous va me répondre des lèvres. Bien non, ce n'est pas du tout des lèvres. Ce sont les colombes qui sont en train de s'envoler. Et là, c'est un des exemples dont je vous parlais. Le sujet est écrit derrière le verbe, ce qui complique un petit peu la chose. Ça reste néanmoins assez faisable. Il les entendait chanter. Qui est le sujet de entendait? On pourrait se dire que c'est les, c'est écrit devant, mais non. Les, c'est ceux qu'on entend. Ceux qui sont en train d'entendre, c'est il. C'est le mot il qui commande le verbe. Souvent, je vous voyais partir tôt le matin. Voyez. Qui est le sujet de voyez? Là aussi, certains diraient, vous voyez, c'est vous qui êtes en train de voir. Mais ça ne va pas. Car si vous regardez bien la terminaison, AIS, pas du tout une terminaison qui va avec vous. Le vrai sujet, c'est je. Je suis en train de voir vous qui êtes en train de partir le matin. Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe. Quel est le sujet de buvait? C'est une colombe. C'est ici qu'on peut la voir, la colombe. C'est pas le ruisseau qui est en train de boire, c'est la colombe qui est en train de boire. Dans ma cervelle se promène, ainsi qu'en son appartement,
un beau chat fort doux et charmant. Qui est-ce qui se promène? Ce n'est pas la cervelle, c'est le chat. Ah ah. Là, c'est peut-être l'exemple le plus difficile, puisque le chat est un mot qui est fort éloigné de promène. Manger sainement, même si on peut être serein, permet de rester en bonne santé. Le sujet de permet, qu'est-ce qui permet de rester en bonne santé? C'est manger sainement. Tout cela peut constituer le sujet de permettre. Voilà donc pour le sujet. Pas très compliqué le sujet, mais comme on vient de le voir, la difficulté principale, ça reste quand même les sujets qui sont après le verbe. Faites attention, vraiment, notamment pour les questions de grammaire au brevet. Typiquement, si vous avez une question sur une fonction grammaticale et qu'il s'agit d'un sujet, très souvent, ne vous faites pas avoir par cette erreur bête. Vérifiez quelle est la personne qui est en train de faire et est-ce que le verbe est bien accordé avec cette personne. Si la réponse est oui, dans ce cas, vous pouvez y aller sans trop de problèmes. Maintenant, voici les compléments du verbe. Un verbe a d'abord un sujet, celui qui fait, par exemple, Pierre part, le sujet c'est bien Pierre, c'est obligatoire, pas le choix, il faut un sujet. Donc on peut faire des phrases parfois toutes simples. Exemple typique, surtout en cette période, je dors. Voilà, j'ai ma phrase, un sujet, un verbe. Mais il y a d'autres verbes pour qui ça ne va pas suffire. D'autres verbes qui auront besoin d'être complétés pour avoir toutes les informations possibles. Si je ne les complète pas, ces verbes-là, ça n'aura pas de sens. Je donne un exemple. Je donne. Mais qu'est-ce qui est donné? Il faut le savoir. Est-ce que je donne des sous? Est-ce que je donne un livre? Est-ce que je donne un cours? J'ai besoin d'en savoir plus. Je perds. Ben, je perds quoi? Mes clés, mon cahier, mon cartable. Je pourrais perdre beaucoup de choses. Dès lors, quand on voit qu'il y a ces deux types de verbes, ceux qui peuvent exister tout seuls comme dormir, et ceux qui ont besoin d'être complétés, on peut nommer ces deux types de verbes. Ceux qui sont sans complément, on va les appeler intransitifs. Intransitifs, ça veut dire qu'ils ne vont pas créer de transition vers quelque chose. Transition, ça veut dire qu'ils vont faire un lien vers quelque chose qui va les suivre. Ceux qui vont avoir des compléments, on va les appeler des transitifs. Soyons clairs, quasiment tous les verbes sont transitifs en fait. Hein. La plupart des verbes que vous employez sont transitifs, vous avez besoin de les compléter par quelque chose. Sinon, les phrases, elles feraient toutes deux mots, un sujet et un verbe. Hein. On a besoin souvent de compléments. Alors, c'est ces deuxièmes types de verbes, les transitifs, qui vont nous intéresser parce que c'est eux qui vont avoir les quatre fonctions qui vont suivre. Hein, puisque vous vous rappelez que pour l'instant on travaille sur les fonctions, on a vu la première, le sujet, il nous en reste quatre, COD, COI, attribut du sujet, attribut du COD, ben, c'est grâce aux verbes transitifs qu'on va les avoir. Alors les premiers verbes transitifs, ils sont appelés directs. C'est notre partie 2A. Ceux-là seront suivis de ce qu'on appelle un COD. Je vous ai mis en dessous 10 verbes. Et je vous demande ce qui se passe quand on essaie de faire des phrases avec. Le verbe aimer, le verbe avoir, le verbe boire, le verbe connaître, le verbe poser, le verbe emmener, mettre, perdre, porter, voir. Si on fait des phrases avec, on peut trouver plein de phrases différentes. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous en écriviez quelques-unes pour voir un petit peu ce qui se passe. Par exemple avec le verbe aimer, par exemple avec le verbe mettre. Normalement, si c'est fait, vous pourrez intégrer des exemples dans ce que je vais vous présenter ensuite. Moi, j'ai fait l'exercice et je vous ai proposé 6 phrases. J'aime ma chérie, j'ai un chat, je bois l'eau du robinet, je connais Hugo, je pose l'assiette, j'emmène mes enfants.
Et à chaque fois qu'on voulait faire une phrase, on ne pouvait pas s'arrêter simplement à, par exemple, j'ai, à je bois. On avait besoin de développer avec un complément, je connais. Ce complément, à chaque fois, et vous pouvez vérifier aussi avec les phrases que vous avez écrites normalement, sinon n'hésitez pas à me dire en commentaire que ça ne fonctionnait pas pour que je puisse vous répondre et vous expliquer pourquoi. À chaque fois, il est écrit directement à côté. J'aime ma chérie, j'ai un chat, je bois l'eau, je connais Hugo. C'est écrit à côté, c'est collé, il n'y a pas de préposition. Étant donné que c'est écrit directement, ce complément est appelé complément d'objet direct. Pour ceux qui se demandaient ce que c'était que ce fameux COD, c'est ça, c'est parce qu'il est écrit directement à côté. Alors, on peut remarquer 3 choses au sujet de ce COD, que j'appellerai comme ça maintenant. 1, très souvent on peut le trouver avec la question quoi ou qui derrière le verbe. J'aime qui? Ma chérie. J'ai quoi? Un chat. Je bois quoi? L'eau. Je connais qui? Hugo. Vous pouvez tester aussi avec les phrases que vous avez écrites. Normalement, ça fonctionne de la même façon. Je vous conseille vraiment quand même de faire cet exercice d'écrire les phrases, parce qu'il faut que vous appropriez vraiment ce dont on est en train de parler. Je ne peux pas simplement vous parler comme ça, vous raconter ce qui se passe. Vous avez besoin de le faire avec vos propres phrases pour que ça fonctionne. Néanmoins, vraiment, s'il y a une chose que je veux que vous reteniez, c'est que la question qui ou quoi, elle risque de vous mener en erreur, et si jamais vous faites cela le jour du brevet, parfois vous allez vous planter. Dès lors, ce n'est pas nécessairement la question qu'il faut poser. En fait, la question, il faut la poser à la voix passive. Qu'est-ce que c'est que la voix passive? Il faut commencer par qui ou qu'est-ce qui est, plus le participe passé du verbe. Le participe passé du verbe aimer, c'est aimer avec un accent. Le participe passé du verbe avoir, c'est eu. Le participe passé du verbe boire, c'est bu. Et donc, vous posez la question avec ce participe passé. Qui est aimé ma chérie? Qu'est-ce qui est eu? Un chat. Qu'est-ce qui est bu? L'eau. Qui est connu? Hugo. Tout cela va être important, notamment au moment où nous serons à l'attribut du sujet. Vous verrez pourquoi. Si vous posez la question simplement qui ou quoi, vous vous planterez à ce moment-là. Donc c'est la solution qui vous permettra d'éviter toutes les erreurs. Posez-vous la question à la voix passive. Enfin, il y a une chose que je veux vous faire remarquer. À chaque fois que vous avez un COD, vous pouvez le remplacer par les pronoms le, la ou les. J'aime ma chérie, je l'aime. On voit que ma chérie est devenue le L l'apostrophe. J'ai un chat, je l'ai. Je bois l'eau du robinet, je la bois. Qu'est-ce qui est là? C'est l'eau du robinet. Je connais Hugo, je le connais. Hugo est devenu le. Et donc un COD peut toujours se transformer en le, en la ou en les. Dès lors, je vous ai écrit le bilan que vous devriez recopier sur votre cahier de grammaire ou dans votre porte-vue de grammaire. Un COD, il y a 2 choses qui nous permettent de le reconnaître. 1, c'est ce qui répond à la question qui est ou qu'est-ce qui est plus le participe passé du verbe. Qu'est-ce qui est vu, qu'est-ce qui est su, qu'est-ce qui est aimé, etc. 2, c'est ce qu'on peut remplacer par le pronom le, la, les. Si on vous demande le jour du brevet ou lors d'un contrôle de reconnaître un COD et de prouver qu'il s'agit d'un COD, ce sont les 2 règles que vous devez absolument appliquer. Attention, l'an dernier, ça a fait partie des questions qui étaient posées au moment du brevet. On vous demandait de prouver pourquoi tel mot était COD. Il fallait utiliser ces 2 règles-là. Le deuxième type de complément des verbes transitifs, donc des verbes qui ont un complément par rapport aux verbes intransitifs, ceux qui n'auront pas de complément du tout, c'est ce qu'on appelle les compléments d'objets indirects. Alors, les compléments d'objets indirects, ils ne peuvent pas se construire avec tous les verbes. Encore une fois, c'est vraiment le verbe en lui-même qui acceptera d'en avoir un ou pas. Mais je vous en ai écrit quelques-uns. On va essayer de voir quelle est leur caractéristique.
Vous avez par exemple le verbe écrire, le verbe coopérer, le verbe fournir, rêver, raffoler, téléphoner, succéder, ressembler, manquer, collaborer. Si on faisait des petites phrases avec ces verbes, un peu comme dans les verbes avec un COD, hein, les verbes transitifs directs, qu'est-ce que ça donnerait? Vous pouvez faire vos propres phrases. Je vous en propose quand même quelques-unes en dessous, mais vous vérifierez si les phrases que vous-même vous pourriez être en train de faire, soit à l'écrit, soit simplement dans votre tête, correspondent à ce que je vais vous dire ensuite. J'écris à ma famille. Je coopère avec mes camarades, avec mes amis, etc. Je fournis du papier à mon voisin. Je rêve de partir. Alors, en cette période de confinement, croyez-moi que ce n'est qu'une seule des envies que je puisse avoir, hein, surtout ce qu'on devait faire ces dernières semaines. Je raffole de pizza, et ça me manque. Je téléphone à mes parents, je succède à mon frère, je ressemble à un clown, etc. Bien, tous ces verbes, qu'est-ce qui les unit? À chaque fois que vous avez un verbe et une petite phrase qui va avec, ou presque, vous pouvez les faire commencer par une préposition. En tout cas, le complément qui suit. À, avec, de. Vérifiez avec ce que vous avez eu en tête. Est-ce qu'à un endroit ou à un autre de la phrase, vous n'avez pas placé un à, un avec ou un de? Et en fait, c'est parce que ce complément qui suit est relié par cette préposition qu'on dit que le complément est indirect. Parce que par rapport au COD, quand je dis je connais mon frère, ben, mon frère et connaît, c'était collé, directement collé. Ben là, la préposition, elle nous sert de ciment, d'une certaine façon. Elle fait un lien. Elle lie de manière indirecte, pas directement. Pour le trouver, deux choses à savoir. C'est les points 2 et 3. Premièrement, c'est hyper facile. Il suffit de poser derrière le verbe, c'est-à-dire vous prenez votre phrase et vous vous arrêtez au niveau du verbe et vous posez une question. Posez la question qui ou quoi, précédée par la bonne préposition. À, pour, avec, de, sans. J'écris à qui? À ma famille. C'est oui. Je coopère avec qui? Avec mes camarades. C'est oui. Je fournis du papier à mon voisin. Je fournis du papier à qui? À mon voisin. C'est oui. Aucun problème là-dessus, il n'y a pas de fausse question. La seule chose, c'est que vraiment, il faut poser la question derrière le verbe. Si jamais vous posez la question derrière un nom, vous avez des chances de vous planter. Par exemple, c'est la fille de Paul. Si vous posez la question c'est la fille de qui et que vous répondez de Paul, c'est oui, ça va pas du tout. Parce que de Paul, vous remarquez que ça ne complète pas un verbe. Et là, ce qui nous intéresse, c'est les compléments des verbes. Donc, vérifiez à chaque fois que vous posez la question derrière un verbe. Deuxièmement, deuxième règle de reconnaissance, on peut souvent le remplacer par un pronom. De même que le COD, vous rappelez, le COD, je peux le remplacer par le, la ou les. Par exemple, je connais Hugo, je le connais, j'emmène mes enfants, je les emmène. Eh bien, pour le COI, il y a aussi des pronoms qui remplacent, mais cette fois, c'est lui, leur ou en. Je donne quelques exemples. J'écris à ma famille, je peux transformer cela et ça donne je lui écris. Je fournis du papier à mon voisin, je transforme, je lui fournis du papier. Je rêve de partir, j'en rêve. En reprend de partir. Je raffole de pizza, j'en raffole. Je téléphone à mes parents, je leur téléphone. Et vous voyez à chaque fois que le pronom a absorbé le COI. Quatrième point, que va-t-il se passer quand vous avez des verbes qui sont à la fois transitifs directs et indirects? Je donne quelques exemples de ces verbes-là, parce que c'est eux qui sont concernés. Fournir, écrire, envoyer. Prenons envoyer. J'envoie une lettre à mon frère. Alors on voit bien qu'une lettre est COD, hein, parce que qu'est-ce qui est envoyé? Vous vous rappelez la question à poser avec le participe passé, qu'est-ce qui est envoyé? Une lettre, COD. À mon frère, à qui? La question qu'il faut poser, à mon frère, COI. Eh bien, s'il faut qu'on fasse la transformation, chacun aura le pronom qui doit correspondre. J'envoie une lettre à mon frère, je la, lui, envoie.
Là, c'est la lettre, lui, c'est à mon frère. Là, c'est-à-dire la lettre, lui, à mon frère, envoie. J'envoie la lettre à mon frère. Ça, c'est assez important parce qu'il ne faut vraiment pas confondre le pronom lui et le pronom le. Parfois, j'entends malheureusement ce genre de choses. Je le téléphone. Non, je lui téléphone. C'est à mon frère, par exemple. Je lui dois. Absolument pas. Alors, je sais qu'une bonne partie d'entre vous m'écoute probablement avec des oreilles écarquillées, euh, parce que évidemment, je ne peux pas voir vos yeux, donc je parle de ce que je suggère être vrai. Mais ça arrive tout de même. Faites très attention. L'explication, c'est vraiment qu'on confond parfois un COD et un COI, et on ne peut pas confondre un COD et un COI quand on remplace par les pronoms qui doivent correspondre. Le bilan, encore une fois, vous l'écrivez dans votre cahier ou votre porte-vue côté grammaire. Le COI peut se trouver de deux façons. Premièrement, en posant la question à qui, de qui, avec qui, à quoi, de quoi, avec quoi. Mais attention, toujours après le verbe. Vous vérifiez si vous avez posé les questions après un nom et que ça ne marche pas après le verbe, c'est que vous n'êtes pas face à un COI et que vous êtes en train de vous mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Deuxièmement, vérifiez si vous pouvez le remplacer par les pronoms lui, leur ou en. Si c'est le cas, normalement, vous pouvez y aller, c'est un COI. Okay. Apprenez vraiment par cœur ces deux règles. C'est vrai, la chose principale à retenir et peut-être la seule qui sera vraiment utile. Troisième type de complément de verbe. Celui qui suit un verbe d'état, c'est l'attribut du sujet. L'attribut du sujet. En voilà un qui a causé des milliers, des centaines de milliers, des millions, voire des milliards d'erreurs dans l'analyse grammaticale d'élèves de collège de génération en génération. Pourquoi? Parce qu'un attribut du sujet, ça ressemble quand même vraiment beaucoup à un COD. Pourtant, c'est ce qui va se trouver derrière certains verbes qu'il faudra vraiment connaître, des verbes d'état. Ce sont les verbes être, paraître, sembler, demeurer, avoir l'air, rester, etc., etc. Tous ces verbes sont particuliers. Quand je regarde les verbes que j'avais précédemment, la plupart étaient des verbes d'action, qu'ils soient transitifs ou intransitifs. Dormir, c'est une forme d'action. Amener, c'est une forme d'action. Boire, c'est une forme d'action. Ça veut dire que celui qui fait quelque chose sur quelque chose d'autre. Je bois de l'eau, l'eau, c'est quelque chose qui est différent de je. Je ne peux pas être en train de me boire moi-même. J'amène mon frère, c'est pas mon frère. Alors qu'avec les verbes d'état, la question n'est pas du tout la même. Je suis un élève, eh bien oui, je égale élève. Je parais sérieux. Ben, sérieux, c'est une information supplémentaire sur je. Il semble fiable. Fiable, c'est également une information supplémentaire sur il. Elle demeure une femme. Ben, c'est une caractéristique qui appartient à elle. J'ai l'air bête, surtout en me parlant à moi-même face à un ordinateur qui ne me répond pas. Ben oui, bête, ça correspond à je. Je reste assis. Ben, c'est un état qui subsiste. Ces verbes, c'est mon petit 1, ne peuvent normalement pas exister seuls. Hein. Sauf exception que les latinistes et hellénistes connaissent, normalement on ne peut pas juste dire je suis. Il faut continuer un petit peu. Je suis quoi? Je suis un garçon, je suis grand, je suis une fille, je suis une élève. Bon, il faut une information supplémentaire. Mais le complément qui suit n'est vraiment pas un COD. Vraiment, gardez ça en tête. D'ailleurs, regardez, si on posait la question de reconnaissance, c'est-à-dire qui est-ce qui est, plus le participe passé des verbes, ben, je tomberai sur une réponse qui n'est pas la bonne. Je parais sérieux, qu'est-ce qui est paru? Ben, c'est je. Il semble fiable, qu'est-ce qui est semblé? C'est il. Elle demeure une femme, qu'est-ce qui est demeuré? Je sais, ça sonne très mal, c'est elle. Voilà quelques exemples qui nous montrent que de toute façon on ne tombe pas sur la bonne réponse. Deuxièmement, et c'est ce que je vous disais, ces verbes donnent une information forte sur le sujet. Hein. Un élève, ça donne une information forte sur je. Ça peut être une qualification, une caractéristique, le fait d'être une femme, un état, le fait d'être assis, une apparence, le fait d'avoir l'air bête, ce genre de choses. Ce qui suit, surtout si c'est un adjectif, va s'accorder en genre et nombre avec le sujet.
Ça va être un point important, quel que soit le type de verbe, ce que vous avez ensuite va s'accorder avec le sujet en genre et nombre. Un exemple, le mouton reste couché. On prend le verbe rester. Ben, le mouton, c'est un nom masculin singulier, ce qui fait qu'il n'y aura pas de S ni de E à l'adjectif qui pourrait être accordé avec. Eh bien, couché, qui est le participe passé qui va avec, ben, il n'a pas de E, il n'a pas de S, parce que c'est un mouton, hein, masculin singulier. En revanche, la chèvre reste couchée. Tout d'un coup, la chèvre est devenue un mot féminin singulier, ce qui provoque l'apparition de la lettre E à la fin du participe couché. Je parais sérieux. Je vais supposer que je suis un homme, masculin singulier, donc EUX, pas de marque de féminin, pas de marque de pluriel. En revanche, si je passe au féminin pluriel, elles, avec un S, paraissent sérieuses, le E du féminin apparaît, le S du pluriel apparaît également. Bilan donc pour l'attribut du sujet. Deux choses à garder en tête. Un, c'est pas un COD, même si ça peut en avoir la tête au premier abord. Hein. Vous faites très attention à poser la bonne question pour reconnaître éventuellement le COD. Et deuxièmement, vous faites très attention parce que la liste de verbes d'état suivi d'un attribut de sujet est limitée. Alors c'est pas ces 6-là, mais déjà si vous connaissez ces 6, vous avez 99,9% de chances d'éviter les pièges. Deuxièmement, l'attribut du sujet, c'est-à-dire ce qui suit, va s'accorder avec le sujet en genre et en nombre. Donc vraiment, si vous avez la preuve que ces deux conditions sont remplies, que vous avez un verbe d'état et qu'en plus vous avez un accord entre l'attribut qui suit et le sujet, vous pouvez y aller là aussi, ça vaudra comme bonne preuve. Il nous reste le dernier. Celui-là, bon, je sais qu'un bon nombre d'entre vous me regardent les yeux écarquillés ou ont déjà coupé la vidéo parce que ça ne les tente pas d'en savoir plus, mais c'est le fameux attribut du sujet. Si vous êtes en troisième, vous avez vraiment besoin de le connaître. Si vous êtes en quatrième, ce n'est pas forcément nécessaire, mais vous pouvez prendre de l'avance, ce sera de toute façon très bien. Il s'agit de l'attribut du COD. Bon, la première chose, je vous rassure, c'est que c'est une construction qui n'est pas rare, je ne vais pas dire ça, mais qui n'est pas non plus extrêmement fréquente, et en tout cas on ne vous demandera pas toujours de l'analyser. Je vous donne quand même des explications parce que c'est assez intéressant. Je vais regarder certains verbes, c'est un peu comme les attributs du sujet qui ne fonctionnent qu'avec des verbes d'état, les attributs du COD n'existent qu'après certains verbes très particuliers. Je la trouve belle. Trouver, penser, nommer, déclarer, élire, tenir pour. À chaque fois, si je regarde ce qui se passe derrière, je remarque d'abord que ces verbes sont tous transitifs directs. Transitif direct, on rappelle, ça veut dire qu'il y a un COD derrière, hein, que c'est des verbes qui ont besoin d'un complément et que ce complément, c'est un COD. Ce COD, forcément, je peux le remplacer par le l'allé. Ça fait partie des règles qui sont les règles de reconnaissance du COD. Donc je trouve qu'elle est belle, je la trouve belle. Là, et donc le COD. Je pensais cela est impossible, je le pensais impossible. Le roi l'a nommé intendant, etc. Mais si je m'arrêtais au COD, la phrase aurait un problème. Je la trouve, paf. Je pensais cela, paf. Le roi l'a nommé, paf. Si on n'a pas cette information supplémentaire, il manque quelque chose. Je vous déclare tous. Cette information supplémentaire, c'est ça, l'attribut du sujet. Forcément, elle ne pourra pas être absorbée par le pronom. Dans tous les cas de figure, c'est une information qui restera à part. Je pensais cela impossible, je le pensais impossible. Le impossible ne peut pas être absorbé par le le. Le roi a nommé Pierre intendant, le roi l'a nommé intendant, je ne peux pas absorber le intendant dans le L apostrophe. Il reste à part, parce que c'est une information supplémentaire qui est ajoutée, un peu comme l'attribut du sujet, une qualification, une caractéristique, un état, une apparence, grâce au verbe, au COD. Donc le verbe permet au COD de recevoir une info supplémentaire. Là, elle est belle, cela, c'est impossible, lui, il est nommé intendant, vous êtes coupable, etc. Donc cette information s'accorde en genre et nombre avec le COD. Au lieu de je la trouve belle, je pourrais avoir je les trouve beaux. Dans ce cas, le les, qui est le COD, je trouve eux,
masculin pluriel, ça fera que beau s'accordera au masculin pluriel, B-E-A-U-X, avec le X de pluriel. D'une certaine façon, en fait, on pourrait rajouter un verbe d'état tout simple entre ces deux éléments. L'attribut du COD, c'est simplement une façon détournée de présenter un attribut du sujet. Je la trouve belle, eh bien je trouve que elle, là, est belle. C'est-à-dire que vous avez ce lien qui est fait entre les deux. Je pensais cela impossible, cela est impossible. Le roi l'a nommé intendant, le L l'apostrophe, qui devient il, est intendant. Chacune de ces formulations initiales a permis de rajouter une information qui aurait pu être donnée simplement par un attribut du sujet. Bilan, donc, pour l'attribut du sujet, encore une dernière fois, à écrire dans votre cahier ou à mettre dans votre porte-vue. 1. L'attribut du COD n'existe que lorsqu'il est associé à un COD, c'est-à-dire avec des verbes transitifs directs et encore des verbes transitifs directs particuliers. C'est des verbes qui demanderont quand même l'apparition d'un attribut du COD pour rajouter une information à ce dernier. 2. Il ne peut pas être transformé en pronom lorsque le COD, lui, est transformé en pronom. C'est bien ce qu'on voit. Même quand la transformation est faite, eh bien l'attribut reste à côté. 3. Il s'accorde en genre et en nombre avec ce COD. 4. On peut unir le COD et l'attribut du COD à l'aide du verbe être en reformulant comme au-dessus. Retenez ces 4 règles, notamment pour le brevet. Ça peut arriver d'avoir une reconnaissance d'attribut du COD, et dans ce cas, la dernière règle fait partie des éléments qui peuvent vous rapporter le plus de points. Parce qu'un élève est capable de montrer justement cette transformation, montrer qu'en fait, ce qui unit le COD et l'attribut du sujet, c'est la même chose que ce qui unit le sujet et l'attribut du sujet. En faisant cette permutation, c'est vraiment une capacité grammaticale qui sera reconnue et valorisée. On conclut donc cette petite séance grammaticale qui aura quand même été assez intense. Vous avez suivi un cours qui a presque duré la durée normale d'un cours. Si vous avez besoin de revenir sur certaines parties, vous les trouverez dans la description numérotée, vous aurez juste à cliquer dessus et normalement ça vous renvoie au titre et à l'explication qui correspond. Moi je vais vous mettre en ligne sur Pronote une petite série d'exercices pour vérifier si vous avez bien compris comment ça fonctionne. Et ce seront des QCM, vous ferez le petit test. Je me tiendrai également à votre disposition par la classe virtuelle, vous recevrez le lien pour me rejoindre la semaine prochaine dans peu de temps. C'est votre professeur principal qui vous enverra le lien. Donc pour ceux qui manquent au professeur principal, normalement vous recevrez le lien d'ici peu de temps. Voilà. J'espère que vous retiendrez donc que les fonctions grammaticales, c'est notre bilan, sont pas infinies. Pour l'instant, on a vu les 5 qui correspondaient aux verbes. La prochaine fois, on verra celles qui correspondent aux noms et plus tard, celles qui correspondent à la phrase tout entière. Puis il y a aussi des compléments de phrases tout entières. Par rapport aux verbes, donc 5 fonctions. Le sujet, celui qui commande, le chef, celui qui force l'accord du verbe. Le COD qui n'existe qu'avec certains verbes, ceux qui sont appelés transitifs directs, c'est-à-dire qui ont besoin d'être complétés pour que la phrase ait du sens par un petit mot qui peut être remplacé par un pronom comme le, la, les, et qui est trouvé quand on met la phrase à la voix passive. 3. Le COI qui est commencé toujours par, enfin qui est précédé toujours par une préposition comme à, comme de, comme avec, etc. 3. L'attribut du sujet qui ne se trouve qu'après des verbes d'état. Ça ressemble beaucoup à un COD, mais ça n'en est pas un. Faites attention, ça s'accorde toujours avec le sujet. Et 4. L'attribut du COD, qui n'existe qu'avec certains verbes, là encore, qui est un équivalent d'attribut du sujet, mais parce qu'en fait le verbe donne une information supplémentaire au COD, qui ne peut pas être transformé en pronom, et qui s'accorde quand même avec le COD. Voilà, c'était ce petit bilan. Je vous souhaite bon courage en tout cas pendant ce confinement qui n'est pas prêt de s'arrêter, et je me tiens à votre disposition pour toutes vos questions. À bientôt